Bonjour à tous. L'intelligence artificielle à la une de Smartech. On va débattre de l'actu, notamment la nomination d'Elon Musk. Quel impact sur l'IA? On parlera aussi de cette IA qui entre au tribunal de commerce de Paris ou encore des IA fabriquées en France avec des avancées. Dans cette édition, également deuxième partie, ce sera notre rendez-vous Privacy. On va parler des fuites de données, accélération, mais aussi responsabilité. D'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à des exploits de cyborgs. C'est tout de suite l'interview dans Smartech. Au Cibathlon, compétition internationale dans le domaine des prothèses et des dispositifs d'assistance robotique, et bien la Bionico Hand, qui est une solution française et absolument unique en son genre, comme vous allez le voir, est sortie première aux qualifications et a terminé deuxième sur le podium face à une équipe chinoise. Pas mal quand même. Bonjour Nicolas Huchet. Bonjour Delphine. Félicitations d'abord. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de My Human Kit, une association qui invente, fabrique, partage des solutions d'aide technique pour et avec des personnes en situation de handicap. Vous êtes le chef de projet Bionico, qui est parti de la fabrication d'ailleurs collaborative de votre propre prothèse de main, votre main bionique. Alors, je vous disais félicitations pour ce podium, même si je sais que deuxième place est toujours un petit peu frustrant. Je voudrais qu'on commence, cela dit, par s'intéresser à la Bionico Hand. Quelle est cette prothèse d'avant-bras myoélectrique, c'est-à-dire commandée par des capteurs musculaires que vous avez présentée en compétition? En quoi, justement, elle est performante et unique en son genre? Alors, donc vous pouvez aller voir, elle est ici. Donc on s'était vu il y a quelques années. La différence, donc depuis 2020, on est passé en fait à une prothèse qui est cette fois usinée en aluminium. Donc elle est fabriquée, les pièces sont fabriquées dans un lycée technique par des étudiants qui vont plus tard être usineurs, tourneurs-fraiseurs, vont travailler dans l'industrie. Alors, elle est Donc magnifique, mais on a une question de proportion. Est-ce que vous pouvez mettre votre autre main à côté, qu'on se rende oui, bien pardon, compte? ouais. Ouais, Donc, super. elle a été faite à peu près calquée sur ma main. Donc, les particularités de cette prothèse, en fait, c'est que d'abord, on veut qu'elle soit anthropomorphique. Quand on dit anthropomorphique, on veut qu'elle ait un relief un peu similaire à une main réelle. Donc là, si je les mets côte à côte, voilà. C'est très important en fait de travailler sur l'acceptabilité de la prothèse. Quand on s'achète des vêtements, des chaussures, etc., on les achète parce qu'ils nous plaisent. Donc une prothèse, si elle n'est pas jolie, on va pas la vouloir. Ça, c'est quelque chose voilà, qui est très important à prendre en compte. Donc le deuxième point de la particularité de cette prothèse, c'est qu'en fait, l'usager, donc l'utilisateur, c'est-à-dire moi, est au cœur du projet. Donc moi, je suis plus qu'impliqué, je suis chef du projet. Et donc ça, c'est important parce que ça permet de valider chaque étape de développement de la prothèse. Vérifier qu'elle réponde bien aux besoins de design, hein, mais aussi aux performances. Et la deuxième particularité, c'est qu'elle est fabriquée par la voie collaborative avec un centre de recherche qui s'appelle l'INRIA, une start-up qui s'appelle Orthopus, une entreprise de prothésistes qui s'appelle OPR à Rennes, un auto-entrepreneur JF Tech et un lycée technique, donc lycée Saint-Aubin-la-Salle à Angers. Ce qui fait que cette prothèse, elle est voilà, fabriquée par la voie collaborative grâce à des acteurs qui s'impliquent dans la fabrication de la main. Et donc, la main, les plans sont partagés sur Internet. Parce que pour permettre une reproduction et une amélioration de celle-ci. Ah oui, donc c'est à la fois collaboratif, open source, pour tous les projets qu'on adore dans Smartech, je vous le dis tout de suite. Comment s'est passé alors ce Cibathlon? Est-ce que, selon vous, votre main bionique a été à la hauteur de vos espérances? Qu'est-ce qui vous a manqué là pour pas terminer premier sur la marche du podium? Alors déjà, je vais commencer par répondre à la deuxième question parce qu'effectivement, alors j'étais frustré, même si en fait on avait rempli notre contrat qui était d'aller en finale et de montrer au monde entier qu'en fait on avait une prothèse qui était au moins égale aux prothèses sur le marché. Donc déjà on a fini premier en qualification, donc en fait on avait déjà on a réussi notre pari en fait en étant premier. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, le facteur, c'était soit un facteur technique, donc la prothèse qui tombait en panne ou qui n'était pas assez performante, soit un facteur humain. Là, c'était le facteur humain. C'est-à-dire que j'ai voulu aller plus vite. Voilà, et j'étais un peu fatigué et j'ai fait une faute sur cette tâche en particulier, en fait, où on doit donc saisir un manche qu'on doit tenir avec la prothèse et
et donc tourner l'avant-bras et surtout ne pas toucher le fil. Donc c'est l'épreuve de fil chaud. Et donc j'ai touché alors que d'habitude j'y arrive. Voilà. Ouais. Alors, c'est une épreuve qu'on peut rater avec une main complètement biologique d'ailleurs, hein. Oui, 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 En oui, fait, bien c'est sûr, tout ouais, un tas ouais, ouais. d'exercices qui permettent de mesurer quelle est la dextérité des doigts, à quel point on peut piloter son bras de manière précise. Donc, il y a beaucoup d'épreuves et c'est uniquement sur celle-ci qu'il y a une petite accroche. Vous m'avez dit. Alors c'est pas uniquement sur celle-ci, il y a une épreuve en fait que volontairement je n'ai pas faite puisque la prothèse n'était pas adaptée pour ça. C'est une épreuve où on doit reconnaître des objets dans un sac et on ne voit pas ce qu'il y a dans ce sac. Donc moi j'ai un retour haptique de type vibration sur mon avant-bras que vous pouvez voir ici, qui permet et qui vibre proportionnellement à la force de serrage de la prothèse. Donc ça me permet de savoir si je prends un objet mou ou un objet dur. Mais en ce qui concerne la forme de l'objet, c'était soit un objet cylindrique, soit un cubique. Là, j'étais pas en capacité de le faire. Donc C'est-à-dire que cette ça épreuve, demanderait quel dispositif spécifique? alors mais pour reconnaître la densité de l'objet, donc dur ou mou, ça, on a ce qu'il faut. Mais pour reconnaître la forme, en fait, c'est vraiment compliqué. Et donc l'équipe chinoise qui est la seule équipe qui a réussi, en fait, eux, ils avaient une caméra dans la prothèse, enfin tout un système de classification de l'objet avec un retour, avec un écran qui permettait de dire en fait à la personne si c'était carré, mou. Enfin, c'était voilà. Bon, Ou j'ai compris, on a ouais. au quotidien, si vous voulez, on n'aurait pas ça puisque en fait, on n'aurait pas, imaginez dans votre sac à main, faudrait un symbole pour chaque objet que vous avez. Enfin, en fait, du coup, nous, notre objectif, c'était de montrer qu'une prothèse, comme la nôtre, peut suffire au quotidien pour réaliser toutes les tâches du quotidien. Et donc cette prothèse, sa particularité technologique, c'est que vous voyez, elle peut saisir dans cette position, voilà, ce qu'on appelle la position opposée, et elle peut saisir dans cette position, c'est-à-dire la position latérale. Et donc pour ça, en fait, c'est 2 mouvements mécaniques bien différents. Et la particularité de cette prothèse, c'est qu'elle fait ces 2 mouvements mécaniques avec un seul actionneur, un seul moteur. Ce qui veut dire que son innovation, elle est dans le mécanisme qu'on voit pas là, mais que je pourrais vous montrer, qu'on peut trouver sur les plans. Eh Voilà, bah, justement. super, bah, vous viendrez un jour en plateau me montrer ça en vrai. Merci Avec grand beaucoup plaisir. Nicolas Huchet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de My Human Kit et vous êtes aussi le chef de projet de BioNico. Merci encore et toutes nos félicitations. J'imagine que ça va être un super booster quand même de gagner cette compétition, y compris au deuxième rang, une compétition internationale. Merci. Pour ce grand rendez-vous de l'IA, j'ai convié aujourd'hui Constantin Pavléas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialisé en droit des nouvelles technologies, ça va sans dire, fondateur et dirigeant du cabinet Constantin Pavléas Avocat. Vous êtes également professeur et coordinateur du programme Droit du numérique et propriété intellectuelle, responsable d'enseignement à l'école des hautes études appliquées du droit HEAD, et vous arrivez avec une actu qu'on va commenter ensemble, mais pas seulement. À vos côtés, Jean-Baptiste Kempf, fondateur du célèbre lecteur multimédia VLC, lecteur open source, faut-il le préciser, président de Vidéolan qui édite VLC. Et vous êtes également le cofondateur de Pléruo, que moi j'avoue avoir découvert assez récemment, start-up qui développe une solution qui permet de jouer à des démos ou des versions limitées d'un jeu sans avoir besoin d'installer le logiciel au préalable. Super initiative. C'est surtout vraiment quelque chose qui n'existe pas et dont on a besoin parce que Bah oui. quand tu vas jouer à un jeu vidéo, finalement ça coûte quand même vite très cher. Tu aimerais bien savoir si ça va te plaire. Et là, c'est une solution qui permet dans le navigateur, sans en installer, on clique et ça se lance tout seul. Génial. Et alors, en plus, Jean-Baptiste vient d'être nommé le tout nouveau CTO, le Chief Technology Officer de Scaleway. Scaleway qui a fait des annonces majeures dans l'IA. Alors, ensemble, on va débattre donc de 3 grandes actualités. On va essayer de toutes les traiter. On commence par la nomination d'Elon Musk. Est-ce que ça va avoir un impact dans l'IA, sachant que, évidemment, lui-même a une entreprise qui s'appelle XAI, qui n'est pas n'importe qui quand même dans le paysage de l'IA XAI. Allez, qui veut commencer? Jean-Baptiste. En fait, surtout, XAI, c'est ceux qui sont en train de déployer le plus gros cluster de GPU au monde, qui ont déployé plus de 100 000 GPU. Colossus, Colossus. ça s'appelle, déjà, ça porte bien son nom. Et surtout, ils vont encore en déployer beaucoup, quoi. Donc, et Elon Musk, il était quand même aussi dans OpenAI à l'origine. Enfin, il a quand même une longue histoire. Et là, il a passé la vitesse supérieure. Et donc, il a un poids important dans l'IA.
Ouais, alors il a quand il a vu le succès d'OpenAI, il a quand même demandé à ce qu'on freine sur l'intelligence artificielle. Il faut quand même le rappeler. Là, il a signé un appel à un moratoire. Oui. Et puis là, finalement, il accélère avec ce Colossus qui est pour l'instant le plus puissant superordinateur d'IA au monde. Sa nomination à la tête d'une responsabilité finalement gouvernementale dans l'administration Trump pour mesurer l'efficacité du gouvernement va lui permettre quand même de prendre des décisions, d'avoir de l'influence. Comment vous voyez les choses, Constantin ? Il est en plein conflit d'intérêts, mais et en pleine contradiction, mais c'est aussi le personnage, hein, comme vous disiez. Il était au début d'OpenAI, il signe la lettre quand OpenAI commence à lancer ChatGPT, l'IA générationnelle. Il freine, il veut freiner. Maintenant, il se retrouve au gouvernement pour tailler. Alors ça, il sait faire. Il l'a fait quand il a racheté le réseau social X, anciennement Twitter. Ouais. Donc oui, il est dans ses contradictions, dans ses conflits d'intérêts. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la technologie ? Je dirais oui. Parce qu'il ne va pas seulement tailler dans les effectifs des fonctionnaires fédéraux aux États-Unis, mais il va aussi probablement réduire les réglementations. Donc c'est probablement une bonne nouvelle pour les États-Unis, pour la tech américaine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous ? Ah oui, question. Alors peut-être que ça va nous faire réviser notre jugement aussi sur cet afflux de réglementation en Europe qui touche la tech. Ça fait quand même très longtemps qu'on en parle des réglementations dans la tech. Et surtout, en fait, le problème des réglementations, c'est qu'elles sont malheureusement souvent faites par des gens qui ne la maîtrisent pas intégralement. On voit par exemple la conséquence du GDPR. Pour beaucoup de gens, c'est plein de bandeaux de cookies où de toute façon on fait oui, 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 et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Le RGPD en français, je traduis. Ouais, pardon, mais... et là, il y a des vraies réglementations sur l'IA, et en vrai, on n'a aucune idée... D'abord, on n'a aucune idée de comment implémenter ça, mais surtout, on n'a aucune idée de comment ça va évoluer. Je veux dire, la base des LLM, les transformers, finalement, c'est un concept qui a quand même 6-7 ans maintenant, avec All You Need Is Attention. Et tout d'un coup, ça fait 2 ans qu'il y a une accélération très forte, et toutes les semaines, on a un nouvel LLM, mais surtout, on a de nouveaux modèles d'IA qui ne sont pas des LLM, qui arrivent très, 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 très vite. On le voit dans la vidéo, de la génération de vidéos, etc. Donc, en fait, c'est très difficile de savoir... Dans le vocal, avec Moshi, par exemple. Dans le vocal. Et donc, c'est très difficile de savoir comment ça va évoluer et mettre des réglementations assez fortes, assez contraignantes quand on ne sait pas. Effectivement, ça va nous ralentir. C'est pas que les entrepreneurs libertaires ou libertariens qui disent ça aujourd'hui, c'est vraiment tout l'écosystème qui estime qu'on a trop de réglementations sur le numérique, mais on peut aussi se dire, mais finalement, on n'en avait peut-être pas assez non plus. Ouais. Non, mais j'abonde dans ce sens aussi. Il y a un équilibre à trouver. On a entre réglementation, c'est-à-dire finalement protéger le citoyen, l'usager, mais protéger aussi l'entreprise. L'Europe essaie de le faire. Mais on est dans un contexte, on n'est pas tout seul. L'Europe n'est pas suspendue dans l'espace. On a les États-Unis, la Chine, on a des blocs qui sont beaucoup moins regardants. Là, avec l'arrivée d'Elon Musk qui va tailler dans les réglementations, ils vont être encore plus compétitifs. Ils ont une économie qui est beaucoup plus dynamique. Et nous, en Europe, on a beaucoup de réglementations et on a beaucoup moins d'argent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la technologie européenne ? C'est pas une bonne nouvelle. Et le rapport Draghi nous alertait sur un grand déficit de compétitivité européenne. Il nous faut un sursaut. Donc, ce n'est pas les réglementations qui en soi sont problématiques, mais c'est un empilement. Comme tu disais, c'est un empilement de réglementations. C'est très difficile aujourd'hui pour une start-up d'y voir clair. Quand on lance une plateforme, on n'a pas juste une réglementation, on en a plusieurs qu'il faut regarder, auxquelles il faut se conformer. Et ça a un coût. Et bizarrement, et en fait ça on ne s'en rend pas compte, mais par exemple la conclusion du RGPD, c'est que c'est les plateformes américaines qui ont été capables de s'adapter le plus vite. Et donc en fait on a l'impression que c'est quelque chose ça part de bonnes intentions, mais l'implémentation est tellement compliquée que finalement c'est ceux qui ont des armées d'avocats et des armées d'ingénieurs qui sont capables de s'adapter. Et en fait par exemple on se rend compte que finalement le RGPD a renforcé la position de Google sur la publicité, alors qu'un des objectifs c'était de faire l'inverse. Donc en fait beaucoup trop de réglementations sont faites sans comprendre, avec vraiment une mécompréhension de la techno et des évolutions. Et c'est ça qui est gênant. Et est-ce que vous imaginez qu'on pourrait même être
puni entre guillemets par les États-Unis et Elon Musk avec ce nouveau pouvoir qu'il va avoir entre les mains et avoir une Europe finalement qui va être à la traîne Mais on est déjà à et la traîne. privée de certaines technologies, notamment dans l'IA. Alors, oui, ils essayent. Là, je veux dire puni. Il y a eu un peu un push par notamment Meta, etc., qui disent certaines fonctionnalités n'arrivent pas en Europe. Chez Apple aussi. Chez Apple aussi. C'est de la négociation, soyons très honnêtes. C'est quelque chose qui... Et Elon Musk pourrait pas s'en servir, lui ? J'y crois pas. Non, je crois pas. Plus que ça. Ouais. Mais c'est juste que nous, on est déjà à la traîne. Ouais. On se rend compte quand même qu'il y a un vrai décrochage de l'Europe et que notamment les États-Unis, on voit la plupart de la croissance quand même, elle vient des entreprises de la tech américaine. Et donc en fait, et là aujourd'hui, une énorme partie de la croissance est sur l'IA et les investissements en IA. Et on est en retard. Et on n'a pas beaucoup de grandes entreprises de l'IA qui font beaucoup d'argent. Et nos plus grandes, elles commencent déjà à avoir un capital où il y a beaucoup d'Américains qui rentrent dedans, celles qui sont les plus prometteuses. Donc on a un vrai problème de création de valeur. Et rajouter de la réglementation, alors que d'un côté, on a les Chinois qui ne sont pas trop intéressés par des réglementations très compliquées, et Elon Musk qui va grosso modo couper, ou en tout cas pousser pour couper toutes ces réglementations. C'est-à-dire que nous, on se rajoute une barrière à l'entrée avant que le marché ait cru. Ouais. Alors, je voudrais qu'on passe quand même au deuxième sujet, parce que le temps file très très vite. Il se passe quand même des choses dans l'IA, et notamment du côté du tribunal de commerce de Paris, qui dit vouloir l'intégrer à partir de 2025. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Ils montrent la voie. Qu'est-ce qu'ils proposent de faire ouais. Oui. Concrètement, ils vont utiliser l'IA pour faciliter les tâches administratives, pour aiguillonner les affaires vers les chambres concernées. Ça semble rien du tout de le dire, mais il me semble avoir lu qu'il y avait 9 personnes qui s'occupaient aujourd'hui d'aiguillonner ce flux. Il faut imaginer un énorme flux d'affaires qui arrive au tribunal de commerce de Paris tous les jours. Il faut les aiguillonner. Il y a 9 personnes, me semble-t-il, qui le font vers telle chambre, vers telle chambre. L'IA pourrait tout à fait le faire, et c'est ce qu'ils vont mettre en place. Mais aussi, ils vont un peu plus loin sur les décisions très simples. Les ordonnances d'injonction de payer. Vous avez une facture, vous avez une créance certaine, vous avez une personne, un débiteur qui ne paye pas, vous allez devant le tribunal de commerce et vous demandez une ordonnance de payer, un commandement de payer. Là, donc ça va accélérer les procédures. Mais bien sûr, ça va faciliter, accélérer, alléger les magistrats, mais aussi les greffiers, toutes les personnes qui contribuent au fonctionnement du tribunal, pour qu'ils fassent mieux leur travail et dans des meilleures conditions. Donc oui, bravo. Mais alors c'est bien, il faut aller plus loin, et c'est le tribunal de commerce de Paris. Parce que les procédures collectives sont exclues pour l'instant de ce champ d'expérimentation. Oui. Bon, alors parce qu'il y a peut-être aussi des subtilités. Il faut aussi qu'on forme les juges à ce prompt engineering. Ils sont en train de le faire, de se former. Et c'est uniquement le tribunal pour l'instant de commerce de Paris qui est concerné. Donc vous dites qu'il faut élargir l'expérimentation. Oui, c'est un exemple, c'est un très très bel exemple pour l'élargir auprès d'autres juridictions, que ce soit pour faciliter toute la partie administrative, pour faciliter le travail des greffiers, le travail des magistrats, mais aussi peut-être aller plus loin et envisager des décisions automatisées. On connaît d'ailleurs ça en fait. Ça peut inquiéter le citoyen. Je ne sais pas, ça vous inquiète pas par exemple, Jean-Baptiste ? Pas du tout. En même temps, vous êtes comme moi un peu un technicien. Non, mais c'est pas ça. C'est que pour avoir un peu vu avoir travaillé un peu avec le tribunal de commerce en tant qu'entrepreneur, la plupart de leurs documents, comme beaucoup de documents juridiques, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de la même chose avec une petite modification. Effectivement, entraîner des modèles qui sont capables de reproduire ce même genre de documents de façon plus rapide, oui, c'est tant mieux. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, à la fin, il faut qu'il y ait un humain qui fasse une décision, mais notamment, et ça je suis désolé pour mon confrère, mais en fait, les gens du droit adorent avoir leur langage très très compliqué, leur façon de parler qui est très très loin du citoyen. Aussi, les ingénieurs aussi. Allez, on se renvoie la balle. Mais à la fin, c'est très compliqué à comprendre. Et franchement, ils sont habitués à faire ça, etc. Enfin, c'est encore des seules personnes qui parlent d'émoluments, ou des termes qui n'ont aucun sens. On pourrait utiliser l'IA pour traduire les décisions de justice. Et en fait, être capable de simplifier par l'IA, c'est utile parce que il faut que le juge, que le greffier, etc., s'occupe vraiment sur de la décision et pas sur de la paperasse. Et l'IA va pouvoir aider là-dessus. Par contre, moi, j'ai un petit problème là-dessus. Très vite. Ouais.
Vas-y. J'ai un petit problème là-dessus, c'est que en fait, l'IA va permettre d'accélérer les étapes, mais si le process est compliqué, l'IA va pas faire de miracle. Et donc il faut réfléchir, et ça c'est pas du tout pour le tribunal de commerce, et pour d'autres endroits de l'administration, il faut se rendre compte que parfois, il faudrait peut-être déjà simplifier le process avant d'essayer de l'accélérer. Alors, on va parler de cette IA fabriquée en France. Quelles avancées, quels objectifs? On a Scaleway donc, qui a fait un show à Station F. Très rapidement, sur les annonces, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on se calque finalement en France sur la stratégie des hyperscalers? Et est-ce que c'est ce qu'il faut faire en toute subjectivité, puisque Jean-Baptiste, vous venez d'un Scaleway? Oui, on me connaît avec mon franc-parler, donc il n'y a pas trop de problème. Il est nécessaire d'avoir des hyperscalers européens. On peut essayer de le dire, de tergiverser. On en a 3 américains, même 4. On en a 2, voire 3 en Chine. En Europe, il n'y a pas. Oui, mais c'est de faire exactement la même chose. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'on va s'en sortir? On va pas... Alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire s'en sortir, mais en fait, c'est nécessaire d'en avoir. Rivaliser. Voilà, rivaliser. Parce qu'en fait, il faut pouvoir faire de l'entraînement. On a beaucoup de belles startups d'IA parce que, en fait, il y a beaucoup de gens, de Français d'ailleurs, dans l'IA, même dans les entreprises américaines, dans la Silicon Valley, on voit beaucoup de Français dans l'IA, par notre culture d'école d'ingénieurs exceptionnelle et beaucoup de maths, etc. Donc là, il y a un vrai edge de la France. Donc ça, c'est intéressant. On a des vraies startups qui sont très très fortes. Qu'on parle de Mistral, qu'on parle de QTI, qu'on parle de H, Lighton, et il y en a plein en fait qui sont vraiment dans l'IA. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'entreprises françaises autour de la data, Dataiku, Database, etc. Donc il y a un vrai sujet, mais à un moment ils ont besoin de machines. Et donc si la seule réponse qu'on leur donne c'est d'accord, mais de toute façon il n'y a que les hyperscalers, ils vont donner toutes les données aux hyperscalers. Et là il y a un vrai problème parce que quand on va parler de droits, de données qui sont quand même sensibles, ou de documents d'entreprise ou des documents de santé, en fait, c'est important qu'on ait au moins, pas forcément la même chose que l'hyperscaler, mais au moins la base pour pouvoir dire, vous êtes capable de faire vos entraînements, votre IA en local. Alors là, donc vous annoncez, premier fournisseur, Scaleway, de cloud en Europe, a proposé NVIDIA Blackwell, plus la IA la plus puissante au monde, et qui consomme 25 fois moins d'énergie. Ça, c'est aussi une préoccupation peut-être plus européenne, je ne sais pas. En même temps, l'énergie, c'est de l'argent. Est-ce que ça va suffire ? Non, ça suffit pas. C'est clair que ça suffit pas. Comment on fait sans les centaines de milliards d'investissements? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliards d'investissements. Il faut se dire que chaque millier de GPU, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Mais on peut se dire qu'effectivement, il faudrait qu'en Europe, en tout cas en France, on ait un parc de GPU qui soit dans l'ordre de la centaine de milliers de GPU sur l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on n'y est pas. Scaleway a fait des annonces en étant un des premiers avec plus de 5000 GPU déployés aujourd'hui et encore beaucoup de l'année prochaine, des dizaines de milliers avec les nouvelles puces, notamment Blackwell, mais ça n'est pas suffisant. Un mot, il faut être sur toute la chaîne de valeur. On a vraiment un enjeu qui est stratégique aujourd'hui. Hyperscaler avec des technologies européennes, avec des financements européens. Il faut aussi qu'on ait nos propres puces, nos propres fabricants. On a aujourd'hui des startups, mais il faut les booster pour qu'on arrive à avoir des technologies européennes. Allez, merci beaucoup Jean-Baptiste Khem, fondateur de VLC, je rappelle, et puis CTO de Scaleway, Constantin Pavéas, avocat. Merci à tous les deux. Merci. C'est notre rendez-vous Privacy avec Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, coup de gueule, en tout cas, grosse envie de commenter cette accélération dans les fuites de données, sujet qu'on a traité dans un talk tout récemment. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, moi c'est vrai que je voulais faire un coup de gueule parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces sujets-là en ce moment. Mais en fait, pour moi, ça fait très longtemps qu'on en parle et finalement, je ne vois pas beaucoup de changements. Et je vais être un peu... Alors, bien sûr que les entreprises font beaucoup d'efforts sur la cybersécurité et ont mis beaucoup de moyens récemment. Mais il y a quand même 2 aspects qui sont pour moi toujours un peu... qui restent là et qui ne sont pas simples à gérer, mais enfin pour l'un, plus simple. Le premier, c'est la protection des données. Donc on reçoit en tant qu'individu consommateur des mails de ces entreprises qui ont des fuites. Et c'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire on nous dit votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et puis finalement, puis votre IBAN aussi. Et ça fait des années que ça dure. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous dit un peu toujours la même chose. Or, on sait très bien que si ces informations ne sont pas stricto sensu des informations très sensibles, voire que l'IBAN, il l'est, selon moi, mais néanmoins, on voit bien aujourd'hui qu'avec ces informations, un hacker, des gens mal intentionnés, peuvent générer des fraudes massives
à tous les étages et donc générer d'autres problèmes sur les consommateurs. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on a toujours ces problèmes de données et finalement de données, on nous envoie toujours le même message, et ça a été récemment encore le cas. Donc ça, c'est le premier point. Sur les données, déjà, ce premier point. Puis le deuxième point, c'est que finalement, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de tiers, de fournisseurs. Ces sociétés font appel à de plus en plus de fournisseurs, et finalement, elles n'ont plus seulement à gérer leurs propres risques, et les grandes entreprises le savent, bien entendu, et font des choses, mais à gérer le risque de leurs fournisseurs. Et c'est des cascades, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un fournisseur unique, c'est que ce fournisseur fait appel aussi lui-même. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'API, de SDK, de toutes ces solutions SaaS. Et donc, finalement, c'est une cascade qu'il faut contrôler. Et cette gestion de risque, elle est très complexe, ça j'en conviens. Mais néanmoins, il faut vraiment que chacun et tout le monde y fasse, finalement, y apporte une grande attention. Donc c'est un sujet pour vous de responsabilité des tiers ? Bah oui, c'est un sujet de responsabilité des tiers, parce qu'on ne peut pas simplement continuer d'envoyer, alors que ces attaques se multiplient, continuer d'envoyer des mails en disant voilà, c'est bon, tout va bien, et puis finalement, il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a pas vraiment de changement dans le fait que nos données ne sont pas chiffrées finalement, c'est-à-dire que mon adresse personnelle, mon email, mon numéro de téléphone sont des données en clair dans les bases de données. Je trouve que c'est une négligence. On vit dans un monde où... IT aussi des organisations de protection des données personnelles, vous diriez ça ? Oui, quelque part, ces gens-là sont aussi fautifs aussi de ne pas forcer et obliger à mettre un certain nombre de choses en place. C'est-à-dire le RGPD, lui, il a fait des recommandations sur le domaine du chiffrement des données, mais il n'a pas été à ce point-là en disant non, il faut absolument que ces données soient protégées. Donc c'est sûr qu'il y a une responsabilité à la fois des organisations, des sociétés, et puis aussi des organismes qui sont chargés autour de faire des régulations et d'obliger ces sociétés à prendre des décisions. Donc c'est vrai que c'est une chaîne dans la responsabilité, mais il faut, à un moment donné, qu'on passe à une autre étape, parce que là, on ne peut pas continuer à avoir systématiquement, et ça va exploser, des hacks et des fraudes et des vols de données. Très rapidement, mais qu'est-ce qu'on doit changer, selon vous ? Ce qu'on doit changer déjà, si on pouvait chiffrer déjà toutes les données, y compris surtout les adresses personnelles, les numéros de téléphone et ces choses-là, ça serait déjà bien. Comme ça, on n'aurait plus ce problème de vol de données a priori personnelles. Et puis sur la gestion du risque des tiers, vraiment essayer de mettre en place des process et des contrôles sur ces process qui font qu'effectivement les sociétés peuvent contrôler et gérer cette cascade de risques et donc éviter au maximum les fraudes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce monde où ce n'est pas seulement vous, c'est aussi votre fournisseur et vos fournisseurs qui sont à risque. Merci beaucoup Hervé Lejoin, merci pour vos éclairages et votre coup de gueule aujourd'hui. Voilà, c'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec fidélité. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change, également en podcast si vous le préférez. À très bientôt, excellente journée à tous.